Salut, salut, bienvenue à Sur la ligne, le radio-podcast officiel de Tennis Canada. Alexis Gébal en votre compagnie. Hugues Léger à mes côtés. On va faire le tour de ce qui s'est passé du côté d'Indian Wells cette semaine. Mais avant, mon cher Hugues, je te demande, comment vas-tu? Comment te portes-tu? Ça va très bien parce que j'ai vu la neige disparaître en une journée hier. Les tennis extérieurs, ça va aller plus vite qu'on pense si ça continue à ce rythme-là, 17 degrés pour cette finale de Indian Wells. Donc, ça va très bien. Ça sent le printemps dans l'air. Moi, je dois te dire, j'ai une confidence à te faire, mon cher Hugues. Je suis tombé en amour la semaine passée parce que j'ai reçu ma nouvelle casquette Tennis Giant et honnêtement, bien satisfait. Tu sais à quel point j'ai une belle collection de casquettes et je suis bien content d'avoir reçu ma nouvelle casquette noire de Tennis Giant. Alors, le printemps a été synonyme d'amour pour moi et toi, le retour du tennis. C'est la saison de l'amour. Ben voilà. Et à quand on peut s'attendre peut-être de voir des gens échanger des balles sur les terrains extérieurs à Montréal? Évidemment, je suis en contact avec les arrondissements, avec les opérations du stade IGA régulièrement et tout le monde s'enligne pour un début de saison hâtif. Donc, je ne peux pas te dire de date encore aujourd'hui, mais on sait qu'au stade, dès que la neige est disparue, ils nettoient les terrains, ils sortent les filets. Ça devrait être un début hâtif cette année si ça se poursuit comme ça. Les arrondissements, c'est plutôt la première semaine de mai habituellement. OK. Est-ce que tu t'attends mi-avril peut-être? Pour le C'est là, en train de te mettre sur le spot, là. Je m'avance un peu trop, mais oui, ça risque d'être en avril. All right. OK. On va parler d'Indian Wells. Comme j'ai dit, c'était un tournoi à WTA 1000, un autre grand tournoi. Ben, certains l'appellent le 5e Masters à Tennis Paradise. Ça a été un. Cinquième Grand Chelem. Ben, 5e. Ouais, j'ai dit 5e Masters, 5e Grand Chelem, en effet. Quoique, ça, là, on pourrait en reparler parce qu'il y a une couple de tournois. Est-ce que le tournoi de fin de saison, c'est ça également? Bon, il y a peut-être d'autres. On s'en parlera. Ce sera un sujet pour un autre moment. Et je disais, Indian Wells, ça a été un tournoi intéressant, mais je pense surprenant. Est-ce que c'est ça le terme? Avec le recul, je dirais moins surprenant parce que les deux joueurs qui ont émergé, tant du côté féminin que masculin, sont des top 10 qui s'installent maintenant, qui sont en progression. Andreeva est 6e au classement féminin ce matin. Draper est 7e au classement masculin. C'est des joueurs qui vont continuer de progresser. On va en parler un petit peu plus tard. Mais oui, si on s'était parlé de ça il y a 2 semaines, on disait oui, Andreeva, ça va bien, elle pourrait être un facteur, mais on ne la mettait pas comme championne ni un ni l'autre. Donc oui, c'est quand même un peu surprenant, mais avec le recul, pas tant que ça. Ouais, mais Andreeva, comme tu disais dans notre émission d'avant-match, d'avant-tournoi, on en parlait comme un des cas potentiels. C'est un des noms qu'on avait mis Ouais. sur la table. Je ne suis pas sûr qu'on avait Jack Draper dans les cartes. Moi, je ne l'avais pas assurément. Je m'attendais à voir Alcaraz gagner ce tournoi-là. On va y revenir du côté des hommes parce que je veux qu'on commence avec, je pense que c'est l'histoire du tournoi, Mira Andreeva qui bat Sabalenka en finale. C'est une autre finale, entre guillemets, que Sabalenka échappe alors qu'on pensait qu'elle avait le tournoi en main. Ça a été le cas en Australie alors qu'elle a perdu contre Madison Keys. Mais là, est-ce qu'on peut lui en vouloir de perdre contre la fille, honnêtement, qui est inarrêtable présentement après une victoire à Dubaï en WTA 1000 également? Bien justement, c'est la troisième joueuse, la plus jeune à gagner 2 WTA 1000 si tôt que ça. Les deux autres joueuses, et on voit que les stats sont exceptionnelles, c'est deux grandes joueuses de tennis, Martina Hingis et Monica Seles, qui l'ont fait avant elle, gagner 2 WTA 1000. Et est-ce que Sabalenka a échappé le match? Andreeva a été exceptionnelle, Sébastien. Moi, c'est Alex. C'est vraiment, j'ai vraiment, excuse-moi, Alex, c'est vraiment ça qui m'a impressionné. Dans le deuxième set, sur les points importants, elle a sorti des coups fumants. Mentalement, elle a été extrêmement solide et elle a réussi, comme on sait que ça peut arriver, puis on le voyait moins depuis quelques temps, à décontenancer Sabalenka un peu. Sabalenka a un peu perdu les pédales à la fin du deuxième set et elle s'en est pas remis en début de troisième et c'était terminé assez rapidement au début du troisième. Donc, oui, elle a un peu échappé, mais Andreeva a montré sa maturité, sa panoplie de coups et vraiment sa force mentale sur les points importants. Ben, écoute, moi, j'ai aimé sa façon de rebondir en finale parce que après le premier set, je me disais, la numéro 1 mondiale, la fille qui domine le tennis depuis 1 an et demi ou à peu près, Sabalenka, gagne la première manche 6-2. Et je me disais, bon, ben, ça va être mission accomplie pour Andreeva, une finale. Mais non, elle s'est battue jusqu'à la fin, elle revient et gagne les 2 sets suivants. On sait que Sabalenka peut être intimidante aussi. Elle est ultra puissante. Sa balle kickait très haut sur le revers d'Andreeva. Andreeva a eu un peu de temps pour s'ajuster à ce coup-là. Puis Sabalenka, évidemment, faisait beaucoup de bruit, un peu comme Sharapova à l'époque. C'est un facteur d'intimidation qui peut jouer un peu. Mais la jeune de 17 ans ne s'est pas laissée impressionner, s'est pas laissée boulier sur le terrain. Et c'est elle qui a pris le contrôle du match à la fin du deuxième set. J'ai aimé le discours d'après-match. J'avais une chance d'aller voir Ouais. ça, c'est sur la chaîne YouTube. Tu sais, Sabalenka, sans dire que c'est une bonne perdante, euh,
J'aime pas ça le dire de même parce que je suis sûr Mmh. qu'elle est déçue de Ouais. comment ça s'est passé. Mais tu sais, jamais après une défaite, on l'a senti amer ou en tout cas devant les caméras à C'est tout le vrai. moins. Tu sais, toujours un petit sourire. Puis peut-être que c'est forcé puis c'est correct, je veux dire. Mais c'est dans la classe des grands champions, des Nadal, des Federer, etc., qu'on a vu dans le passé. Tu sais, c'est une fille qui, malgré la défaite, bon, je pense qu'elle reste excellente pour le tennis. Puis c'est le genre d'attitude, je pense, qu'on veut voir. Puis tu as une Andreeva qui qui fait, je ne sais pas si c'est un des discours les plus cute que j'ai entendu après une victoire, mais ça a beaucoup de sens. Puis j'ai bien aimé quand elle a dit: «Je veux aussi me remercier moi-même». Et honnêtement, pourquoi pas? Oui, d'avoir été, très, très combative, Mmh. jusqu'au bout, d'avoir été résiliente. Elle a eu un petit accrochage avec sa coach Conchita Martinez le matin qui avait dit: «Bon, tu étais un peu une brat ce matin, là, un petit peu une enfant gâtée, ton comportement». Je pense que c'était un moment important pour elle. Écoute, un deuxième Mmh. WTA 1000 en autant de tournois, donc elle était un petit peu nerveuse le matin, mais effectivement, je pense qu'elle a bien fait de le souligner parce qu'on sait à quel point c'est difficile. OK, j'ai des stats pour toi, tu en as pour moi aussi. Tu Ouais, viens de le dire, 2 WTA 1000 de suite, ouais. 2 fois où elle bat Swiatek et Rybakina de suite, dans 2 tournois, de suite. C'est la troisième plus jeune à remporter le tournoi, d'ailleurs, Martina Hingis, Serena Williams, c'est quand même pas des noms De tournoi. banals, Ouais. ça, et elle est la première, en bas de 20 ans à remporter le tournoi depuis Bianca en 2019. C'est quand même des grands noms que je viens de nommer dans ces stats-là. Je te rajoute une stat, puis oui, ce qui souligne que ce fait-là, il est important. On a une star qui est en train d'émerger Ben en ce oui. moment. Donc, et encore une fois, une autre stat, la plus jeune depuis Tracy Austin, années 70, elle avait 16 ans. Tracy Austin, on sait qu'Andreeva a 17 ans, à battre les numéros 1 et 2 dans un même tournoi. C'était à l'époque Navratilova et Chris Evert. Donc, elle est dans un groupe select. Ce que tu viens de dire comme statistique, ça vient de sortir. C'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de joueuses qui ont accompli ça. Moi, je vois une graine de numéro 1 en Mirandreva. Ben, ce sont tous des légendes que tu viens de nommer. Navratilova, moi j'ai nommé Hingis, Serena Williams. Écoute, ce sont des grandes joueuses de leur époque et elle le fait à un âge où ces joueuses-là commençaient déjà à impressionner. Hingis à 16 ans, Serena Williams à 16-17 ans, même Exact. chose. Et là, tu as le même genre de précocité, j'oserais dire, dans le cas de Andreeva qui remporte 2 tournois majeurs. Écoute, elle devient d'office, Ouais. je pense, une favorite pour gagner un grand chelem d'ici la fin de la saison. Oui, moi aussi. Je pense qu'elle peut en chercher un. OK, avant qu'on aille du côté de Jack Draper, moi, j'ai une question pour toi parce que je réfléchissais à ça. Je dis, bon, OK, Andreeva, 17 ans, ça fait déjà un bout qu'on sait qu'elle va être bonne, ça fait déjà un bout qu'on l'attend. Là, la grande éclosion, elle est là, là. Ouais. Elle arrive, là, on la constate. Plus de grand chelem dans les 5 prochaines années. Coco Gauff, à 21 ans, ou Mira Andreeva? Ben, Goff en a déjà gagné, mais je pense qu'Andreeva va être supérieure à Coco Goff parce qu'on voit à quel point son jeu est complet déjà, plus que Goff au même âge, plus forte mentalement aussi, une deuxième balle plus efficace qu'une Coco Goff, un service plus fiable. On sait que Goff, ça a été un problème encore depuis 1 an, 2 ans, c'est un enjeu. Donc, je pense que la progression me laisse croire qu'Andreeva va être devant Goff pour le nombre de grands chelems. Intéressant. Alors, plus de grand chelem pour Mira Ouais. Andreeva d'ici 2030 ou à peu près, là. Ben écoute, c'est très possible, puis c'est pas pour rien que je posais la question. Moi, j'avais Coco Gauff comme championne du tournoi. Ouais. Honnêtement, là, une chose que je ne parie pas mon argent systématiquement sur Coco Gauff parce que j'aurais perdu beaucoup. Depuis quelques années, on s'est trompé. Eh, Ouais. mais en même temps, je veux dire, tu peux pas parier contre ce talent-là. Et elle a quand même un US Open derrière Ouais. la cravate. Elle a quand même des grandes victoires derrière elle, là, Coco Gauff. Il ne faut pas exclure ça. Mais il reste que c'est peut-être le manque de constance en grand tournoi qui. Ben, Ouais. en même temps, la compétition, elle est forte. Mais bon, intéressant, Mira Andreeva. Il y a plus de grands chelems d'ici les 5 prochaines années. Vous Ouais. l'aurez entendu de la bouche de Hugues Léger. OK. Jack Draper, champion du tournoi. Là, honnêtement, moi, et tu m'aurais dit justement là, de gager sur Jack Draper, probablement que j'aurais dit je prends ce pari-là 100 fois pour qu'il ne gagne pas le tournoi. Il avait sorti à Montréal en 2023 22. 22, Stefanos Tsitsipas. Et j'avais dit attention à ce gars-là. Grand gaucher, grand gabarit, un coup droit de gaucher de feu qui me rappelle des Fernando Verdasco, par exemple. Il n'y a pas tant que ça de très gros coups droits de gaucher, un service de feu. Il a pulvérisé Holger Rune en finale. Donc, Jack Draper, encore une fois, avec le recul, je dis, ouais, c'est pas si surprenant que ça, mais oui, on ne le mettait pas là en début de tournoi. Mais quel parcours il a eu! Et Je te fais la liste, Alex.
il sort Fonseca au premier tour, qui pour moi était un des dark horse potentiels pour le tournoi. Champion de l'année actuelle. Et qui vient de gagner un Challenger la Mhm. semaine dernière. Après une des Wells, il allait faire un Challenger, il l'a gagné. C'est un des joueurs en forme de circuit. Taylor Fritz, qui était mon favori du tournoi. Shelton en quart de finale. Alcaraz, Rooney. Non, mais quel parcours de Jack Draper. C'est une éclosion aussi pour l'Anglais. Ben, c'est incroyable, comme tu dis, le parcours. Et tu te souviens-tu, dans l'émission d'avant-tournoi, on se disait probablement qu'un Américain va gagner le tournoi. Là, il sort Fritz, qui a déjà remporté ce tournoi-là. Il sort et Brooksby et Shelton, qui était aussi un candidat pour remporter Ouais. ce tournoi-là. Va battre Rooney en finale, va battre Alcaraz, qui avait remporté 2 fois le tournoi. Et c'est un parcours complètement exceptionnel. Il va percer, il a percé le top 10 au moment où on enregistre l'épisode. Il est maintenant 7e à Montréal, 7e au classement. Je viens de descendre une note trop bas sur mes notes. 7e au classement mondial. Et écoute, c'est peut-être la première victoire, la première grande victoire d'un joueur qu'on va suivre dans les prochaines années. Il n'est pas si vieux que ça, le Jack Draper. Mais là il peut se dire, j'ai peur de personne. Là. Il manque juste Sinner sur cette semaine-là, qui est évidemment en arrêt en ce moment. On le sait, on en parlera plus tard un petit peu. Mais oui, au niveau de la confiance, ça va lui donner un boost incroyable. Tu parlais de Montréal 2022 un peu plus tôt. C'est effectivement à Montréal que la grande histoire de Jack Draper, on pourra dire, a commencé. Il est arrivé ici à Montréal en 2022, 82e mondial. Et à ce moment-là, il avait battu Monfils et Tsitsipas. Il avait seulement perdu contre Carreno Busta, qui éventuellement a gagné le tournoi. Alors, du côté de Jack Draper, on pourra dire que peut-être la grande éclosion a commencé ici à Montréal. Si tu le veux bien, Hugues, on va se tourner du côté de l'actualité du tennis canadien présentée par Tennis Giant. Bon, on a parlé des champions, on va parler de ce qui s'est passé du côté des Canadiens. Commençons avec Denis Shapovalov. Je pense qu'il peut dire mission accomplie, un 3e tour, pas contre Alcaraz, que veux-tu? Je pense qu'on n'attendait pas plus et pas moins de Chapeau. Oui, Chapeau qui était sur une bonne séquence avec des victoires importantes, notamment à Dallas, où il y avait une semaine de rêve en battant 3 top 10. Il s'est rendu là où il devait se rendre. Moi, je suis encore une fois, on voit Shapovalov qui est en grande forme cette saison. Je pense que j'ai hâte de voir Miami cette semaine, comment il va se comporter, mais c'est un bon tournoi quand même qui reflète son classement, qui progresse encore. Félix, bon, on avait de grandes attentes avant le tournoi. On en parlait peut-être comme un potentiel champion de tournoi. Il arrivait d'une excellente séquence, un des meilleurs débuts de saison sur le circuit de l'ATP. Mais la question qu'on s'est dite dans les dernières semaines, c'est OK, parfait. Mais là, il devrait enchaîner de bons résultats dans de gros tournois. Et c'est un peu ça qui est récurrent dans les dernières années. Et là, c'est encore une défaite assez rapide pour Félix Auger-Aliassime. Mais j'ai un point d'interrogation quand même, parce qu'il n'avait pas l'air dans son assiette. C'est possible. Il avait l'air très lent, il ne bougeait pas comme d'habitude. L'Américain Brooksby a vraiment bien joué pour le battre quand même, mais on ne voit plus beaucoup Brooksby sur le circuit. Il avait eu un très bon US Open il y a une couple d'années. Il est autour de la 200e place mondiale. C'était un joueur que Félix aurait dû prendre. Nous, on le voyait tous les deux, au moins en deuxième semaine, voire encore hélas. Donc, mais encore une fois, gestion de calendrier. Félix a joué beaucoup depuis le début de la saison. Est-ce qu'il sera mieux à Miami cette semaine? Espérons-le. Mais c'est une défaite un peu hâtive. Et encore une fois, je n'ai pas vu un Félix dans son assiette dans ce match-là. Très possible. Puis des fois, à ce niveau-là, ça ne prend pas grand-chose pour te faire sortir de ton match. C'est un petit inconfort, une petite énergie. Il y a quelque chose qui ne marchait pas. En même temps, est-ce que le fait qu'il ait joué beaucoup depuis le début du tournoi, peut-être un peu depuis le début de la saison, peut-être un peu de fatigue? Je veux dire, il a gagné beaucoup, donc il a joué beaucoup. Et là, tu arrives Bon, tu reviens en Amérique du Nord, décalage. Regarde, tous les joueurs ont cette prérogative-là, mais peut-être qu'il est un peu fatigué. C'est quoi, Alex? On aura la réponse très tôt à Miami cette semaine. Oui, qui sait, peut-être que ce sera un excellent tournoi. On reviendra sur le tournoi de Miami. Leila Annie Fernandez perd contre la Roumaine Jacqueline Christian, qui est au-delà de la 70e place mondiale. T'en penses quoi? Moi, je vais y aller là plus loin. Je t'avais dit, Leila, j'aime beaucoup son début de saison. Elle montre beaucoup de belles choses, beaucoup de matchs gagnants 3-7. Celle-là, ça n'a pas passé. Mais encore une fois, elle a un jeu qui demande tellement Leila Fernandez. Il faut qu'elle soit à 100% sur chaque match au niveau de l'énergie, au niveau de la puissance, au niveau mental. C'est une joueuse qui n'a pas beaucoup de marge d'erreur par son petit gabarit aussi. Donc, prochain tournoi pour Leila. Donc, pas rien d'inquiétant, mais une petite déception quand même.
C'est intéressant ce match-là parce que Jacqueline Christian, c'est une Roumaine. Le Canada va affronter la Roumanie dans son prochain match de la Billie Jean King Cup où on verra notamment Ariane Arsenault qu'on avait vu remporter le titre du double à Granby. Victoria Mboko qui risque de voir de l'action dans ce match-là. Je suis convaincu. Tu as Kayla Cross qui a fait de bons résultats récemment sur le circuit pro, qui joue présentement dans les collèges américains. Rebecca Marino et Marina Stakusic. On a une équipe qui est quand même pas piquée des verres pour aller affronter la Roumanie et qui sait peut-être qu'on revient. On pourra prendre la revanche. Moi, j'aime beaucoup cette équipe-là, un mélange de relève avec l'expérience d'une Marino. Je pense que ça va être intéressant de voir ce qu'elles vont accomplir, ces filles-là, mais elles sont prêtes. C'est la nouvelle génération qui arrive en ce moment, donc pourquoi pas une victoire contre la Roumanie. On va regarder rapidement ce qui s'est passé du côté des qualifications de Miami. Au moment où on enregistre ces résultats, il y a quelques résultats qui sont sortis du côté canadien. Rebecca Marino, elle a perdu contre Linda Fruhvirtova. C'est drôle, je pensais à Fruhvirtova cette semaine parce qu'elle aussi, c'est un jeune talent qu'on attend, mais il n'a pas explosé à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer dans vite, en tout cas. Ben, on verra. Peut-être que ce sera un peu plus lent, mais c'est un jeune talent qu'on attend déjà depuis un bon moment. Carson Branstein a perdu contre Taylor Townsend également. C'est dans les résultats qu'on a. Et au moment où on enregistre l'épisode, Liam Draxel et Alexis Galarneau sont dans les qualifications et Gabriel Diallo est 6e favori des qualifs. Par contre, ce qu'on sait, c'est que Victoria Mboko sera du tableau principal parce qu'elle a reçu un laissez-passer du tournoi de Miami. Écoute, en vertu de ses, on disait justement au dernier épisode, en vertu de ses performances de début d'année, 27 victoires, une défaite, 5 titres en tournoi ETF. Je disais, elle va être invitée pour des grands tournois bientôt. Je ne m'attendais pas à un WTA 1000. Bing, elle va être dans le tableau principal à Miami dès la semaine prochaine. En fait, cette semaine, elle joue demain, je crois, contre Osorio, 54e mondial. Osorio qui a déjà été une joueuse battue par Fernandez une couple d'années pour aller chercher un titre du côté du Mexique. Joueuse difficile, hein, une teigneuse très accrocheuse, mais Mboko, moi, je ne veux pas la rencontrer dans les premières rondes. Je suis une joueuse, si j'étais une joueuse en ce moment, parce que c'est elle qui fait la pluie et le beau temps sur les terrains en ce moment. Même si c'est un tournoi inférieur, elle a un momentum de feu en ce moment. Oui, elle va arriver avec énormément de confiance dans ce tournoi-là. Ça, c'est absolument certain. Petite note avant que je te laisse du côté canadien. Raphaël Lacaze qui a gagné le tournoi W15 à Montréal en compagnie de Christina McHale, un autre talent. Ça, c'est là, Christina McHale, je ne sais pas si tu viens d'elle. On attendait beaucoup de choses d'elle il y a quelques années là, comme talent. Ça n'a jamais éclos comme on l'aurait pensé, mais quand même une belle victoire en double. Ici au Stade IGA. Donc, encore une fois, regardez le calendrier des tournois nationaux. On a beaucoup de tournois professionnels du côté canadien et au Québec et à Montréal. Et c'est évidemment, c'est des tournois qui sont accessibles, qui sont gratuits et à du très haut niveau. On avait des joueurs et joueuses dans la 300e et 500e place mondiale du très haut calibre. Je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado. Vous pouvez également regarder notre émission à TVA Sport et nous entendre sur les plateformes de Cogeco notamment. Hugues, je te remercie infiniment pour cet autre épisode de Sur la ligne, le radio-podcast officiel de Tennis Canada. Et comme c'est la tradition, ben, je te donne le mot de la fin. Ben, bon tennis, Alex. Bon tennis, tout le monde. Et bonne suite du Sunshine Double et go Victoria Mboko.